C'est parti. Bonsoir à toutes et à tous. Grâce à Midreshet Yuda Manito, on a le plaisir d'écouter le Rav Ethan Fison. Tu vas nous dire, ah, mais je vois où tu es à Yad Vashem, c'est super. Mais tu vas nous faire le lien entre Yad Vashem et Pessah. Non? T'es en Pologne? Bon, allez, c'est parti. Je te laisse la parole. Vas-y, à toi de jouer. Effectivement, je ne suis pas à Yad Vashem, je suis en direct du monument Rapoport à Varsovie euh, pour parler de Pessah. Il n'y a pas de plus grande réussite du peuple juif que de voir ce monument à la mémoire des combattants du ghetto de Varsovie. La révolte du ghetto de Varsovie a commencé le soir de Pessah en l'année 1943. Et donc, parler de Pessah aujourd'hui avec derrière moi un groupe de jeunes juifs qui chante Veïche Hamda, eh bien, les amis, je pense qu'on n'a pas besoin d'en parler plus. C'est exactement la fête de Pessah. Alors, je vous ai demandé de reculer le cours d'une heure parce que voilà, c'est le moment où je vais pouvoir remonter dans le bus avec mon groupe et donc je vais pouvoir faire le cours tranquillement. Et bah, oui, non, parce que je les ai prévenus, elles n'ont pas le droit de parler pendant une heure. Après, elles peuvent parler. Bekitsour, les amis, on est parti pour notre cours sur Pessah, deuxième édition. La semaine dernière, on a parlé de Pessah comme étant le cri d'espoir et de l'engouement du Beth Amikdash. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur une question qui est tellement actuelle. Je ne sais pas ce que vous avez déjà préparé pour Pessah. Je ne sais pas avec qui vous serez à Pessah le soir du Seder, famille, amis, tout ce que vous voulez. Mais une chose est sûre, enfin, c'est comme ça que moi je le vis. Notre soir du Seder cette année ne pourra pas être le même que celui de l'année dernière. Et je pense qu'il faut se poser la question, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir dire cette année parce que c'est un CEDER très particulier. Il y a tout cette année, tout en exacerbé. Évidemment que quand on parle de sortie de l'esclavage, de sortie, mais à Fela et Ora, on ne peut pas ne pas penser à nos otages, évidemment. Quand on parle de liberté, on ne peut pas ne pas penser à nos otages. Mais quand on parle de Bizroan et Touya, de la force d'Akadosh Baruch Hu, on ne peut pas ne pas penser à nos soldats. Évidemment que notre Pessah de cette année n'a rien à voir avec celui de l'année dernière. Et donc, nous devons absolument comprendre que c'est tout ça, les Seder. C'est également changer de perspective. Donc, on va essayer ensemble ce soir de comprendre, à mon sens, la nouvelle perspective de Pessah. Les amis, Pessah, c'est la fête du voyage dans le temps. C'est la fête du passé, du présent et du futur. Je parle de la Haggadah, je ne parle pas de quelque chose que je suis en train d'inventer. Passé, présent et futur dans la Haggadah. Vous le savez, la Haggadah est composée de plusieurs textes. On avait déjà étudié pendant les années précédentes le texte de la Haggadah. Je reviendrai simplement sur les trois premiers paragraphes du Maguid qui sont la réalité du passé, du présent et du futur. Pour faire très rapide, le premier paragraphe nous parle de quoi? Il nous parle de Avadi Mayino les Paro Mitzraïm. Nous étions les esclaves de Pharaon en Égypte. Très bien. Cela fait référence à qui? Eh bien, ça fait référence à nos ancêtres. Quand je dis nos ancêtres, ce n'est pas seulement les nôtres en 2024, mais c'est également les ancêtres de ceux qui écrivent la Haggadah. La Haggadah a été certes rédigée, compilée, terminée à l'époque des Savoraïm, mais en fait, elle met en scène, donc à l'époque des Savoraïm, c'est-à-dire le 9e siècle, mais elle met en scène des événements et des personnages qui, eux, sont les Tanaïm. C'est-à-dire, tous les personnages qu'on voit dans la Haggadah, ce sont les personnages de la Mishnah, c'est-à-dire du 1er siècle. Eh bien, même pour ces gens-là qui sont les Tanaïm, évidemment que Avadi Maïno les Paro Mitzraïm, ça fait référence au passé. Donc, Avadi Maïno le Paro Mitzraïm, Va Kadosh Baruch Hu Tziotanu Misham, jusque-là, tout va bien. Mais lorsqu'on va un peu plus loin dans le texte, il y a une phrase qui est très bizarre. Cette phrase, c'est, on en a déjà parlé, j'aimerais simplement le rappeler, je sais qu'on l'a déjà dit, on l'a déjà évoqué, mais ça fait pas de mal de se rappeler de ça en particulier, surtout en ce moment. Et si Dieu n'avait pas sorti nos ancêtres d'Égypte, nous, nos parents, nos grands-parents, nous serions encore esclaves de Pharaon en Égypte. Eh bien, les amis, c'est tout sauf plausible. Soyons sérieux 5 minutes.
Quoi? Si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte il y a 3500 ans, rien n'aurait évolué et on serait toujours en train de construire des pyramides? Bon, on ne construisait pas les pyramides à l'époque, mais ça c'est pas grave, c'est pour le fun. Sincèrement, il y a tellement de choses qui auraient pu évoluer. L'Égypte aurait pu s'effondrer d'elle-même, il y aurait pu y avoir un conquistador étranger, on aurait pu se révolter, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Si Dieu ne nous avait pas sortis d'Égypte, alors on serait toujours esclaves de Pharaon en Égypte. Eh bien, l'idée qu'on peut changer de destin, qu'on peut changer de réalité, les amis, c'est ça le grand ridouche de la sortie d'Égypte. Avant la sortie d'Égypte, tu mourras dans la condition dans laquelle tu es né. Il n'y a pas d'évolution possible. Les cultures qui n'ont pas été en contact avec la sortie d'Égypte, d'ailleurs, eh bien, ont gardé cette idée qu'on ne peut pas évoluer. La culture aztèque, par exemple, n'a absolument pas bougé d'un iota pendant 2000 ans. Rien n'a changé. Et lorsque Cortés est arrivé, ils avaient exactement les mêmes pratiques que 500 ans avant la destruction du Beth Amikdash. Les mêmes sacrifices humains. Ils n'avaient toujours pas inventé la roue, alors qu'on était au 15e siècle. L'idée que le monde peut évoluer, l'idée que le monde peut changer, eh bien, c'est le chidouche de la sortie d'Égypte. Et là, on nous dit, Vechol amarbe lesaper beitiat mitzrayim, areze meshuba. Vous connaissez cette phrase, mais j'aimerais qu'on s'arrête 2 secondes sur qu'est-ce que ça veut dire concrètement. Comment est-ce que je peux les arbot lesaper? Comment? C'est très simple. Quelqu'un qui raconte une histoire, qu'est-ce qu'il peut raconter de cette histoire? Il ne peut raconter de cette histoire que ce qu'on lui a raconté. Si c'est un événement qu'il n'a pas lui-même vécu, eh bien, ce qu'il connaît de l'histoire, c'est ce qu'on lui a raconté. Alors, des fois, on lui a raconté plus, des fois, on lui a raconté moins, mais je ne peux absolument pas en rajouter. Ce que j'ai reçu, c'est ce que je pourrais transmettre. Quelqu'un qui a vécu l'événement, lui, il peut les arbot, les saper. Quelqu'un qui a vécu un événement, il peut toujours trouver un autre détail qu'il n'a pas encore raconté. Parce que j'étais là-bas. Et donc, moi, je peux te raconter tout d'un coup ce qu'on a senti, quelles étaient les odeurs. Alors que quelqu'un qui a entendu l'histoire, il ne peut pas me raconter les odeurs. Je peux même te dire quelle était l'expression du visage de chacun d'entre nous quand on a passé le panneau où il y avait marqué Mitzraïm barré. Quelqu'un qui n'a pas vécu l'événement, il ne peut pas me raconter l'expression du visage des gens. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on me dit dans la Haggadah, Vechol amarbe les saper, eh bien, cela fait référence directement à quelque chose que tu as vécu. Oui, mesdames et messieurs, vous devez raconter ce que vous avez vécu. Non, je ne parle pas du fait que vos âmes sont sorties d'Égypte et ont été au Mont Sinaï. Non, non, je ne parle pas de ça. Je parle que le jour de l'El Seder, vous devez raconter votre alia. Vous devez raconter ce que vous avez vécu, c'est-à-dire votre sortie d'Égypte au présent. Ce n'est pas un bon mot, c'est une injonction de la Torah. Vechol amarbe arez meshuba. Et pour que tu comprennes ça bien et qu'il n'y ait pas de possibilité de se tromper, eh bien la Haggadah t'a mis un deuxième paragraphe. Et le deuxième paragraphe de la Haggadah, eh bien c'est l'expression au présent de la sortie d'Égypte du point de vue de ceux qui sont dans la Haggadah. Et oui, le deuxième paragraphe met en scène les personnages de la Haggadah. Maaseh berabbi Eliezer, berabbi Yoshua, berabbi Tarfon, berabbi Elazar ben Azaria, Shayu Mesubim, Bivne Brak. Je suis en train de monter dans le bus, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Je vais compter les élèves et une fois qu'on aura le compte, elles seront en silence et on pourra commencer. Alors, juste 2 secondes, je les compte. Parce que c'est quand même dommage que j'en oublie une. Alors, petite seconde.
Ok, c'est reparti. C'est bon, on est parti. Je peux partir à Lublin, l'esprit tranquille. Top, les amis, donc on a dit, le deuxième paragraphe de la Haggadah vient justement me traduire la sortie d'Égypte au présent. Maaseh Berabi Eliezer, Verabi Yoshua, Verabi Tarfon, Verabi Elazar ben Azaria, Verabi Akiva. Donc c'est 5 rabbins. שהיו מסובים בבני ברק, והיו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה, עד שבאו תלמידיהם, ואמרו רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. Vous connaissez cette histoire, bien sûr que vous la connaissez, mais qu'est-ce qu'elle nous apprend? Les amis, quand je sais lire entre les lignes, eh bien, j'ai tout dans cette histoire. Il faut juste savoir lire. Je peux vous dire exactement quand est-ce qu'elle se passe, cette réunion de rabbins. Les amis, tout d'abord, ils sont à Bnei Brak. Ils sont à Bnei Brak, ils ne sont donc pas à Jérusalem. Cela veut dire que cette histoire se passe après la destruction du temple. D'autre part, nous avons un homme dans la troupe qui s'appelle Rabbi Elazar ben Azaria. Qu'est-ce qu'il fait là, celui-là? Son rôle, c'est d'être le Nassi à Sanhedrin. Ah, tu m'étonnes qu'il est là. Oui, mais s'il est là, c'est que Rabban Gamliel, qui était l'ancien Nassi à Sanhedrin, est déjà mort. Mais attendez, si Rabban Gamliel est déjà mort, c'est que nous sommes après l'histoire de l'excommunication de Rabbi Eliezer, qui avait été exclu du peuple juif avec l'histoire de Tanuro Shel Achnai, la machloquette qu'il avait eue avec son binôme d'études, Rabbi Yoshua. Il n'avait pas accepté l'avis du Sanhedrin. Il me saoule un petit peu, le polonais à côté de moi. Il faudrait qu'il se taise un petit peu. Bekitsour, nous sommes donc dans une période où nous sommes après la destruction du temple et quelques dizaines d'années après. Mais attendez, nous sommes à Bnei Brak. Mais qui habite à Bnei Brak parmi les 5? Eh bien, le seul des 5 qui habite à Bnei Brak, c'est Rabbi Akiva. Seulement Rabbi Akiva est le plus jeune des 5, à part Rabbi Elazar ben Azaria, qui n'est autre que le chef du Sanhedrin. Comment ça se fait que les rabbins vont chez l'élève? Eh bien, pour une raison très simple. Les amis, ils sont à Bnei Brak, chez Rabbi Akiva, pour préparer leur sortie d'Égypte. C'est quoi leur sortie d'Égypte? C'est la guerre de Bar Korva. Pourquoi vont-ils chez Rabbi Akiva? Parce que Rabbi Akiva est le soutien numéro 1 de Bar Korva. Et c'est pour cela qu'ils sont dans les grottes. Et c'est la raison pour laquelle ils ne voient pas quand le lever du soleil a eu lieu. Et c'est pour ça aussi qu'ils ne sont pas avec leur famille. Parce qu'on n'est pas en train de parler d'un Pessah ordinaire. On est en train de parler de cette époque où les Chachamim essayent de sortir de leur Égypte à eux. C'est-à-dire, c'est la sortie d'Égypte au présent du point de vue des Chachamim. Donc, on a le premier paragraphe qui nous ramène au passé et le deuxième paragraphe qui nous ramène au présent. Et puis, nous arrivons enfin au troisième paragraphe qui est le futur, mais du point de vue de ceux qui ont écrit la Haggadah, qui est notre présent à nous. Alors, je ne sais pas si vous êtes bien réveillés, mais on va faire pendant 2 secondes et demie une petite étude de Gemara. Attention, tenez-vous bien, c'est parti. Le troisième paragraphe, c'est la Mishnah dans le traité de Brachot, qui nous dit Amar Rabbi Elazar ben Azaria, Are ani keven 70 shana, ולא זכיתי שתאמר יציאת מצרים בלילות, עד שדרשה בן זומא. ואמר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. חכמים אומרים, ימי חייך העולם הזה, כל ימי חייך להביא לימות המשיח. Bon, ça c'est le texte de la Haggadah, mais qu'est-ce qu'il veut dire? La grande question est de savoir quand est-ce qu'on doit dire le troisième paragraphe du schéma. Vous savez, dans le schéma, il y a 3 paragraphes. Le premier vient nous dire qu'on accepte le joug divin. Le deuxième vient dire qu'on accepte les mitzvot. Et le troisième paragraphe vient nous rappeler que Dieu nous a sortis d'Égypte.
Or, dans la Torah, il y a marqué que nous devons nous souvenir de la sortie d'Égypte, Kol Yeme Chayecha. Kol Yeme Chayecha. Tous les jours de ta vie. Ben Zoma, il dit, j'entends bien ce que vous me dites, mes yeux, mais le mot Kol dans le texte est superflu. Parce que s'il n'y avait pas eu le mot Kol, j'aurais quand même compris que c'est les jours de ta vie. Donc, qu'est-ce qui vient me rajouter le mot Kol? Eh bien, nous dit Benzoma, il vient rajouter qu'il faut dire également la sortie d'Égypte, la nuit. Pas seulement les jours, mais la nuit. Et donc, dans le schéma de Shacharit, c'est sûr qu'on doit dire, mais nous dit Benzoma, on doit dire également le troisième paragraphe du schéma qui nous rappelle la sortie d'Égypte dans la tfila de Harvi. Vous me suivez? Yof. Chachamim, ils disent, on est d'accord avec toi que le mot kol vient rajouter quelque chose. Mais nous, on ne pense pas que ça vient rajouter la nuit. Nous, on pense que ça vient rajouter Yemot HaMashiach. Pour les Chachamim, on ne dit le troisième paragraphe du schéma, c'est-à-dire on ne rappelle la sortie d'Égypte que à Shacharit, mais on le rappellera et pendant la Galoute et pendant la Géoula. Alors que pour Benzoma, on dit le troisième paragraphe du schéma le soir et le matin, mais que pendant la Galoute. Ok? La Haggadah s'arrête là, mais le débat talmudique continue. Et dans la Gemara, Benzoma répond aux Chachamim. Et il leur dit, mais enfin, comment pouvez-vous dire qu'on va continuer à rappeler la sortie d'Égypte, Behemot HaMashiach? Comment pouvez-vous dire ça? J'ai un verset du livre de Jérémie qui me dit textuellement le contraire. Puisque le verset de Jérémie nous dit, viendra un jour où on ne dira plus Dieu est celui qui nous a sortis d'Égypte, mais on dira Dieu est celui qui nous a sortis de la terre du Nord et de tous les pays où il nous a envoyés en exil. C'est marqué dans les prophètes que viendra un jour où quand tu voudras rappeler la grandeur de Dieu, tu ne diras plus qu'il t'a sorti d'Égypte, mais tu diras qu'il t'a sorti de Russie, de Pologne, de France, du Maroc. Les Chachamim répondent à Benzoma et lui disent, écoute, toi tu dis que quand il y a marqué dans le verset, viendra un jour où on ne dira plus, ça veut dire qu'on dira plus. Eh bien, sache que non. Dans la Torah, quand on dit on ne dira plus, ça ne veut pas dire qu'on dira plus, ça veut dire on dira moins. Oh là là, ça fait très juif. Hein. Il y a marqué un truc, mais c'est pas ce que ça veut dire. Et ils disent, la preuve en est, c'est que lorsque Dieu change le nom de Yaakov et qu'il l'appelle Israël, il y a marqué, ton nom ne sera plus Yaakov, mais Israël. Or, 2 versets plus loin, on continue à l'appeler Yaakov. Donc, de là, les Chachamim disent, toi, Benzoma, tu es un petit peu trop extrémiste. Toi, tu dis que viendra un jour où on va sortir d'exil de Rome, qu'on va créer l'État d'Israël, et toi, tu dis que dès qu'on créera l'État d'Israël, on ne fera plus Pessah. Non, nous, on pense que, on est d'accord que Yom HaAtzmaut est plus important que Pessah, mais on n'annule quand même pas Pessah. C'est-à-dire que vous comprenez que le troisième paragraphe de la Haggadah parle d'un événement qui est complètement futur pour eux, mais qui est notre réalité à nous. Eh bien, si nous combinons les 3 paragraphes qu'on vient d'expliquer, eh bien, on se rendra compte que nous avons donc une injonction de la Torah de raconter notre sortie de l'exil. Car Shiabud Malchuyot Ikar Veyetiat Mitzrayim Tafel. Car la sortie de l'exil de Rome, c'est-à-dire la sortie d'Europe, est beaucoup plus importante que la sortie d'Égypte. Beaucoup plus importante. Pourquoi? Eh bien parce qu'après la sortie d'Égypte, il y a eu une autre galoute. On est reparti en exil de Babylone. Alors que nous qui sommes sortis d'Égypte maintenant d'aujourd'hui, il n'y a plus de galoute après. Donc c'est beaucoup plus important. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire pour nous au quotidien? Eh bien cela veut dire que nous avons le devoir de raconter notre sortie d'exil. Mesdames et messieurs, je suis très très sérieux. Je ne sais pas comment vous avez l'habitude de faire votre Leil HaSeder et comment vous avez l'habitude de lire la Haggadah.
Mais voilà, je vous donne mon ressenti de rabbin. Je pense que dans les explications que vous allez donner, ou que vos fils vont donner, vos petits-fils vont donner, je ne sais pas, vos petits-filles, vos petites-filles, nous ne pouvons pas nous concentrer sur essayer de comprendre le Chumash. C'est très important de comprendre le Chumash Shemot, bien sûr, et j'ai donné des cours entiers sur le Chumash Shemot, mais l'essentiel de la soirée du Seder, c'est de comprendre comment les versets de Shemot se traduisent à mon époque. Et je pense que si vous m'écoutez en français, que vous soyez en France et que vous puissiez raconter votre préparatif d'Alia, ou alors que vous soyez en Israël et que vous ayez énormément de choses à raconter, eh bien racontez-le, surtout si vous avez des petits-enfants qui sont nés en Israël. Et oui, les amis, le passage de témoin, c'est la fête de Pessah. On parle toujours du cinquième enfant. Vous vous rappelez du cinquième enfant? Ce fameux cinquième qui n'est pas à la table du Seder. Alors, à une époque, on parlait de lui comme étant le juif du RSS, qui ne pouvait pas sortir du RSS, les réfusniks. Fut un temps, on pouvait dire que c'était le juif assimilé, qui est déjà marié avec sa Goya. Évidemment qu'aujourd'hui, on pensera au juif qui est encore entre les mains du Hamas, qui ne peut pas faire son Lala Seder. C'est notre cinquième enfant. Ou alors, notre cinquième enfant, il ne peut pas être à la table du Seder avec nous parce qu'il est en uniforme à Gaza et qu'il est en train de sortir ses frères d'exil, de sortir ses frères de l'esclavage. C'est qui ce cinquième enfant? Je pense que le cinquième enfant, qui n'est pas à la table du Seder, c'est celui qui a le plus besoin qu'on le rattache à la table du Seder. Pas parce qu'il n'est pas religieux ou qu'il est assimilé, mais parce qu'il n'arrive pas à nous comprendre. Il est né en Israël. Il est né dans cette réalité de Géoula. Il n'arrive pas à nous comprendre. Comment vous pouvez avoir une réalité où quand on nous attaque le 7 octobre, eh bien on ne réagit pas le 7 octobre? Va expliquer ça à un enfant qui a grandi en Israël comme mes enfants, que fut un temps où quand on nous frappait le 7 octobre, eh bien, on nous frappait aussi le 8, et aussi le 9, et aussi le 10. Les amis, je suis sur les routes de Pologne en ce moment. À l'époque de la Shoah, on nous frappait 1400 personnes d'un coup, certes, mais le lendemain, c'était aussi 1400 personnes. Et le surlendemain, encore, et encore, et encore. Et quand tu veux dire ça à des enfants, comme j'ai dit à ma fille, elle m'a dit, mais enfin, papa, le 20, le 20. Et Fayette. Moi, j'avais l'habitude de raconter cette histoire depuis 1962, où pour la première fois, on a commencé à raconter la Shoah dans des petites classes, où les jeunes enfants qui ont entendu ça, ils ont dit, mais bête, mais Fayette. Et ma fille, pourtant, elle sait que son grand-mère, elle a passé les camps. Elle sait que ses grands-parents, ils habitent en France. Mais ça rentre pas dans sa tête qu'il y a une réalité où il n'y a pas d'armée juive. Elle comprend pas ça. C'est lui qu'on doit aller rechercher. Le cinquième enfant, c'est celui qui n'arrive pas à comprendre qu'est-ce que ça veut dire passer de Galout à Géoula. Parce que lui, il a vécu dans la Géoula. C'est pour ça que pendant ce soir du Seder, on doit lui raconter notre traversée de la mer Rouge. On doit lui raconter comment le cadre, il n'est pas arrivé, comment j'ai attendu 2 mois en plus pour avoir toutes mes affaires qui sont arrivées de France, comment j'ai dû aller récupérer tout à la douane à Ashdod et que tout était en retard. Je dois lui raconter à mon fils qu'est-ce que ça voulait dire de rentrer dans un univers où je ne comprenais pas la langue. Je dois lui raconter ce que ça voulait dire rentrer à l'armée pour la première fois alors que j'avais pas maman et que tous les autres, je les voyais avec... Attendez, je passe un tunnel. Attention, ça va sortir du tunnel pour 2 secondes. Voilà. Je dis, je dois expliquer à mon fils qu'est-ce que ça veut dire de partir à l'armée et d'être tout seul.
Belishkat Gius. Quand j'ai tous mes copains qui sont accompagnés de papa et maman et des cousins et des oncles et des tantes, et moi je suis tout seul. Je dois expliquer à mon fils qu'est-ce que ça veut dire d'avoir une permission un Shabbat et de ne pas avoir envie de sortir parce que j'ai nulle part où aller Shabbat. Bon, alors pas moi, parce que moi j'avais Auré. Donc moi j'avais où aller Shabbat. Mais combien il y en a? Racontez-leur votre histoire, parce qu'ils ne comprennent pas. Eux, ils pensent que la Géoula, c'est normal. Eux, ils pensent qu'habiter en Israël, c'est normal. Eux, ils pensent qu'avoir un État, c'est normal. Qu'avoir une armée qui les défend, c'est normal. Mais racontez-leur où vous étiez pendant la guerre des 6 jours. Pour certains d'entre vous, peut-être même vous pouvez leur raconter où vous étiez le jour du 14 mai 1948. Racontez-leur. Racontez-leur comment vous avez pleuré en entendant à la radio que Jérusalem était libérée. Racontez-leur comme Shlomo Balzan, et je ne sais jamais si c'est vrai ou pas vrai, qui dit qu'il a raté son bac la première année parce que le jour où il a passé les épreuves du bac, c'était la guerre des 6 jours. Et il n'arrivait pas à se concentrer. Ou alors c'est juste qu'il n'avait pas travaillé, je ne sais pas. Shlomo, si tu es là, on t'aime. Mais racontez-leur. Parce que c'est ça qui permet de transmettre la flamme d'Israël dans les générations. C'est ça, raconter la sortie d'Égypte. Il faut aller le choper, ce 5e enfant. Celui qui n'est pas là, il n'est pas là. Mais celui qui est là, mais qui ne te comprend pas, il faut lui raconter. Et je vais vous donner un exemple tout simple. Mais tout simple. Mes enfants à moi, qui m'ont entendu raconter plein d'histoires, qui m'ont entendu raconter tout ce qu'on peut raconter. Ma fille aînée, qui a 16 ans, enfin qui va avoir 16 ans là, dans 10 jours, c'est un coup de vieux ça. Ma fille, elle va avoir 16 ans. Racontez-leur ce que c'est que d'avoir un petit-fils qui rentre à l'armée ou une petite fille qui rentre à l'armée au Shirut Leumi, alors que toi, tu viens d'arriver en Israël. Racontez-leur ce que ça veut dire lorsque vous ne comprenez pas l'hébreu et c'est vos petits-enfants qui vous racontent la vie. Racontez-leur ce que ça veut dire quand eux, ils disent « Mais enfin, mamie, tu comprends rien, papy, tu comprends rien. » Et que toi, ça te remplit d'émotions et de joie et de larmes de simcha quand tu comprends rien. Parce que comprendre, ça aurait voulu dire qu'ils auraient vécu pareil que toi, là-bas à Paris, ou à Varsovie, ou ailleurs. Les amis, la sortie de l'Égypte, c'est au présent. Parce que ce que nous vivons, la Géoula de Shi'aboud Malchuyot, c'est l'essentiel de la fête de Pessah. Alors, vous le savez, à Pessah, par exemple, il y a eu un événement dramatique. Cet événement dramatique, c'est l'ouverture de la mer Rouge. L'ouverture de la mer Rouge, c'est un événement dramatique. Vous imaginez, pour permettre la Géoula du peuple juif, et donc la Géoula du monde, la mer que Dieu avait créée si gentiment pendant les 6 jours de la création devient un obstacle au dévoilement divin. La nature que Dieu a créée devient un obstacle au dévoilement divin, mais c'est terrible. Alors comme il faut faire sortir les Bnei Israël d'Égypte, alors on va déchirer cette nature que Dieu a créée. Comment ça s'appelle l'ouverture de la mer Rouge? Kriyat Yamsouf. Quand est-ce qu'on fait Kriya? C'est quand on est en deuil. On déchire. Mais oui, on est en deuil parce que la nature n'a pas pu remplir son rôle. Mais racontez-leur comment dans notre Géoula, c'est la mer pas ouverte qui a porté les bateaux des immigrants. Racontez-leur comment les Ma'apilim, comment Exodus a pris la mer. Et cette fois, la mer ne s'est pas ouverte, mais elle a transporté les bateaux. Racontez-leur comment des ailes d'aigle sont arrivées et vont aux sorties de Galoute.
Mais ces ailes d'aigle, ils n'étaient pas magiques. Ils marchaient avec de la portance, de la chaleur, de la vitesse. Et ça s'appelait des avions. Ça leur paraît tellement normal. Racontez-leur l'histoire de ma grand-mère qui a survécu à Auschwitz et qui voit ses arrière-petits-enfants vivre à Jérusalem. וכל המרבה לספר ביציאת מצרים הרי זה משובח. Les amis, c'est ça. C'est ça. Alors, je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas dire la Haggadah. Je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas parler de Pharaon et de Moshe et de Aaron. Bien sûr qu'il faut. Mais ça doit être ta fête. Si tu parles pendant un quart d'heure de la sortie d'Égypte, tu dois parler au moins une demi-heure de Géoulat Israël Badorazé, de notre génération. Et tu dois le rattacher. Rattacher ton fils, ta fille, à ta réalité. C'est très dur. C'est très dur. Parce que le fils de la Géoula ne comprend pas le papa de la Galoute. Et c'est pour ça que à la fin du Seder, si tu n'as toujours pas réussi à le rattacher, alors tu fais appel à un personnage. Tu fais appel à ton joker, Eliyahu Hanavi. Tu fais venir Eliyahu à la fin du Seder si jamais tu n'as pas réussi. Parce que c'est quoi son boulot à Eliyahu? Le boulot d'Eliyahu Hanavi n'est pas de dire si c'est cachère ou si c'est taref, si c'est tamé ou si c'est taor. C'est quoi le boulot d'Eliyahu? D'après le texte de la Torah, dans le livre de Malachi, nous dit Malachi Hanavi, Anochi sholeach lachem et Eliyahu Hanavi, לפני בו יום השם הגדול והנורא, והשיב לב אבות על בנים, ולב בנים על אבותם. Il ramène le cœur des parents aux enfants et des enfants aux parents. Enfin, on va pouvoir se comprendre. Je vais vous dire un truc. Je sais que c'est comme ça. Je sais qu'il y a des choses qui ne dépendent pas de ma volonté. Mais moi, tous les ans, enfin pas tous les ans, mais à chaque fois que ça arrive, que je ne fais pas le CEDER avec mes parents, ben, il y a une partie de moi qui est pas seulement triste, mais qui est profondément touchée. Bon, alors on sait les billets d'avion, les machins, les trucs, les bidules, mais toute la fête de Pessah, c'est que mes enfants qui parlent hébreu soient face à leurs grands-parents qui parlent français. Parce que c'est ça la sortie d'Égypte. C'est ça la réussite de la sortie d'Égypte. Vous croyez quoi? Vous croyez que les gens qui sont sortis d'Égypte pour de vrai, à l'époque de Moshe, alors on nous dit ils n'ont pas changé leur langue, ils n'ont pas changé leurs habits et ils n'ont pas changé leur nom. Bon, d'accord, mais je peux t'assurer qu'ils parlaient égyptien hein, quand même à la maison. Ils étaient baignés de culture égyptienne. Eh bien, tu crois quoi? La génération qui est née dans le désert, c'était une autre génération. Et la génération de Yoshua qui est rentrée en Israël, c'était encore une autre génération. Les amis, la fête de Pessah, c'est la transmission. Mais attention, les anciens transmettent aux jeunes, pas moins que les jeunes transmettent aux anciens. C'est quoi la 5e question du Manishtana? La 5e, hein. Pas les 4 qu'on chante. La 5e qui est marquée dans la Mishnah. C'est celle qui nous dit Manishtana alayla azeh, shebechol alelot, an ochlim tzli esh taluk umedushal b'mayim. Que d'habitude on peut manger soit cuit, soit grillé. Ve'alayla azeh kulot tzli esh. Mais cette nuit-là, on mange que grillé. On parle du Korban Pessah, évidemment. Mais vous savez quoi? Qu'est-ce qui arrive à une viande grillée? Elle se recroqueville sur elle-même. Elle se réunit. Zel al seder. Zel al seder. Il n'y a rien d'autre à dire.
Le soir de Pessah, c'est le soir où je raconte ma sortie d'Égypte. Et je suis obligé, cette année, de parler de ce qui se passe depuis Simchat Torah. On ne peut pas faire l'économie de ça. Un, pour la libération de nos otages. Deux, pour la réussite de nos soldats. Et trois, surtout, pour qu'ils comprennent, nos enfants et nos petits-enfants, que ce qu'on vit aujourd'hui, malgré les difficultés, n'a rien à voir avec ce qu'ont vécu nos ancêtres en Pologne, ni en Égypte. Et si vous n'en êtes pas convaincu, vous n'avez pas compris ce que c'était Pessah. C'est ce que nous devons faire cette année. On va parler du 7 octobre, cette année, à la table du Seder. Et on va dire que le 7 octobre de cette année n'avait rien à voir avec les autres. On va dire que on ne laissera plus personne nous diviser comme on était divisé le 6 octobre, mais on ne sera plus jamais les victimes d'un 7 octobre qui précède un 8 octobre, et un 9 octobre, et un 10 octobre. Avadim ayinu les paro b'Mitzrayim au passé. Maaseh Rabbi Eliezer et Rabbi Yoshua au présent. Amar Rabbi Eliezer ben Azariah au futur qui est mon présent. Alors qu'est-ce qui me reste? Le Pessah du futur. Le Pessah du futur. C'est quoi notre futur à nous? Pas notre futur à nous, vous le connaissez. Zemil Chemet Gog ou Magog. Notre futur à nous, c'est lorsque, ça y est, on a gagné la guerre. Est-ce que les 4 enfants de la Haggadah cette année, ils ne pourraient pas revêtir un nouveau déguisement? Est-ce qu'on ne pourrait pas ne pas parler simplement du Chacham, Rasha, Tam, She'eno, Dalishol? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de l'agriculteur, du soldat, du kaplaniste qui va manifester à Kaplan tous les samedis soirs, du bibiste? Est-ce qu'on ne pourrait pas parler de toutes les parties de la société israélienne juive, du juif de France qui est solidaire, qui est venu faire 3 voyages de solidarité? Est-ce qu'ils ne sont pas tous les enfants du Seder de cette année? Est-ce que c'est pas ça le message de Pessah cette année? De raconter combien de fois j'ai été faire la cueillette? De raconter à tes petits-enfants qui n'ont pas fait la cueillette une seule fois depuis 6 mois que toi, mamie, tu as été faire la cueillette, allez, j'ai pas 15 fois, et tu t'es cassé le dos. Ouais, mais toi, tu t'es rattaché à la terre d'Israël. Et il va te dire, bon, enfin, mamie, moi, je rentre à l'armée dans 2 mois, c'est bon, je vais me rattacher à la terre d'Israël. Le passage de témoin. J'ai vu qu'il y avait une nouvelle Haggadah qui était sortie, j'ai pas encore eu le temps de me la procurer, mais une Haggadah qui a été commentée par le Rav Lao et Myriam Peret suite aux événements de Simchat Torah. Une Haggadah de la résilience et de l'éternité d'Israël. Rabotai, ben c'est ça, Pessah. Si la semaine dernière, on a parlé de Pessah comme étant un chant d'appel au Beth Amikdash, aujourd'hui, je vous dis, Pessah, tu ne peux pas être dans le passé. Le passé doit être là pour te permettre de passer l'essentiel de ta soirée à parler de la sortie de l'exil que toi, tu as vécu. Et à ce moment-là, tu peux être Meshubach. Et à ce moment-là, tu peux ramener Eliaou qui va réunir la jeune génération qui ne comprend pas avec notre génération, la génération d'avant, pour que tous ensemble, on puisse comprendre véritablement ce que c'est que le message de Leil à Seder. Leil à Seder, c'est le soir du Seder, de l'ordre. Quoi? Il n'y a pas une soirée qui est plus balagane que celle-là. Alors pourquoi tu me dis que c'est la soirée du Seder? Alors certes, on parle de Seder pour dire qu'il y a un Seder dans le truc. Mais moi, je ne pense pas à ça. Moi, je pense que c'est le soir du Seder pour raconter les choses, les filles à Seder.
raconter notre sortie d'Égypte, après avoir raconté celle de ma grand-mère, après avoir raconté celle de mes ancêtres à Babylone, après avoir raconté celle de mes ancêtres en Égypte. Attendez, attendez. Alors, attendez une seconde, évidemment. Voilà, il y a des filles qui sont sorties pas chaudes pour aller aux toilettes. Je suis désolé. Il y a Bekitsour, donc c'est le Leil Seder, c'est le soir de l'ordre, pour raconter les choses dans l'ordre, pour leur faire bien prendre conscience que nous sommes ce que nous sommes parce qu'on nous a transmis un rêve et nous sommes en train de le réaliser, ce rêve. Nous avons une chance incroyable de pouvoir faire ce Seder. Et je vous rappellerai les paroles de ma fille qui nous dit que tremper le Carpath dans l'eau salée était à l'époque pour nous rappeler les larmes de nos ancêtres en Égypte sous les coups de fouet, mais qui sont aujourd'hui les larmes de joie de pouvoir faire le Seder à Jérusalem. Alors cette année, il y a les larmes de toutes les familles des otages, de toutes les familles qui ont perdu quelqu'un pendant la guerre, et les larmes de tout le peuple juif qui, du l'œil gauche, pleure la disparition et de l'œil droit pleure de la réussite extraordinaire de joie de nos soldats. Cette dualité de l'œil gauche et de l'œil droit, cette dualité de maror ou matzah, je pense que c'est la signification profonde du verset qui nous dit Aïn be'aïn yiru beshuv Hashem Zion. Aïn be'aïn yiru. L'œil dans l'œil verra lorsque Akadosh Baruch Hu amène sa Géoula à Zion. L'œil qui pleure le prix qu'on a payé et l'œil qui pleure pour être conscient de la grandeur qui nous arrive. Leil Seder, le soir de l'ordre, où on va raconter comment nous sommes devenus la génération de la Géoula. Chazak ou Balzac, et la semaine prochaine, on terminera notre étude sur Pessah pour un plongeon dans un limoud de mais qu'est-ce que c'est que cette matzah? Mais ça sera pour la semaine prochaine. S'il y a des questions, à vous de jouer. Chazak Baruch Etan. La semaine dernière, tu nous as fait en direct du Bac Bleu Blanc. Cette semaine, en direct de Pologne. La semaine prochaine, t'es où, dis-moi? En direct de ma cuisine. Ah, ma femme, elle a dit en direct du Beth Amikdash. C'est plus sympa. Amen, amen, amen. Top. Vous Je pouvez pense ouvrir les que ma femme questions. voudra que je nettoie la cuisine quand même. S'il y a des questions, c'est le moment, chers amis. Non. Réaction? Jamais de questions, jamais de questions. Ça veut dire que soit j'explique très bien, soit vous n'avez rien écouté. Euh, On va aller pour la première option, Ethan. Chazak Baruch. Allez, Dans ces conditions-là, kol hakavod. C'est un cours vraiment je en suis désolé marchant. hein, du bruit qu'il y a eu derrière, tout ça. Non, non, très bien, très bien. Je voulais pas annuler le cours, donc c'était la seule option possible. Kol hakavod, kol hakavod.